L'aéroport de Bordeaux et la start-up Dark ont signé un partenariat pour préparer l'implantation des activités de l'entreprise fondée en 2021. La start-up, pour rappel, veut lancer une fusée depuis un avion pour aller retirer les déchets qui menacent les infrastructures spatiales. Ce projet d'implantation à Bordeaux engendrerait environ 500 emplois, regroupant la R&D, la production, la maintenance et les opérations spatiales, tous localisés au sein de la concession aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac. Toujours selon le communiqué, l'accord permettrait de réunir les institutions et les collectivités autour d'un planning commun. Darc prévoit également les premières embauches sur Bordeaux d'ici l'été 2024 via des installations temporaires. L'astronaute européen de nationalité danoise Andreas Mogensen est officiellement capitaine de l'ISS. Il est le 6e européen à occuper ce poste, mais aussi celui qui l'occupera le plus longtemps, puisqu'il ne devrait passer le flambeau qu'à la fin de sa mission en mars 2024. Le rôle du commandant de l'ISS est d'assurer le bien-être des membres de l'équipage et la répartition des multiples tâches que les astronautes doivent accomplir. C'est une haute distinction pour l'Agence spatiale européenne. La NASA et James Webb font une découverte majeure sur une lune de Jupiter. En scrutant la surface d'Europe, le satellite de Jupiter, l'instrument intégré au télescope a précisément détecté du dioxyde de carbone à sa surface. Alors, même que les astronomes suggèrent qu'Europe abrite de l'eau sous sa surface de glace, cette découverte indiquerait que cette lune pourrait contenir les éléments essentiels de l'apparition de la vie. Dans un communiqué, la NASA déclare « Nous pensons maintenant avoir la preuve par l'observation que le carbone que nous voyons à la surface d'Europe provient de l'océan. Ce n'est pas anodin, le carbone est un élément biologiquement essentiel. » Dernière actualité, les échantillons de l'astéroïde Bennu sont de retour. La NASA a récupéré 250 grammes d'échantillons prélevés sur l'astéroïde Bennu, le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté, le premier pour la NASA. La capsule a atterri dimanche dans le désert de l'Utah aux États-Unis, 7 ans après le décollage de la sonde Osiris-Rex. Pour en parler avec nous, Patrick Michel a répondu à notre colactu astrophysicien, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe Osiris-Rex. Patrick, 7 ans plus tard, c'est la fin de la mission ou simplement la fin du voyage spatial ? Bonjour, alors c'est la fin du voyage spatial qui a été extraordinaire et jusqu'à maintenant tout a réussi. Et maintenant j'allais dire tout commence puisque le but de cette mission était de ramener un échantillon pour l'analyser sur Terre. Donc c'est le début d'une nouvelle aventure extraordinaire. Est-ce qu'on avait déjà ramené des échantillons d'astéroïdes sur Terre ? Oui, alors on a 2 missions japonaises, Hayabusa et Hayabusa 2, qui ont chacune ramené des échantillons d'astéroïdes. En l'occurrence, Hayabusa 2 a ramené des échantillons d'un astéroïde du même type que l'astéroïde choisi par Osiris-Rex. Il s'appelle Ryugu, il est carboné, riche en matière organique, comme on l'espère Bennu, qui est la cible de Osiris-Rex. Et cette mission a ramené 5,4 grammes d'échantillons, dont les analyses ont commencé. On a découvert des acides aminés, des molécules organiques, enfin, des tas de choses qu'on relie finalement à l'émergence du vivant. La différence, c'est que là, le mécanisme de récolte de Osiris-Rex était plus sophistiqué et on espère avoir pris au moins 250 grammes. Et évidemment, avec plus de masse d'échantillons, on fait plus, sachant que 25% sont utilisés en analyse préliminaire et le reste est gardé pour les générations futures qui bénéficieront d'instruments encore plus sophistiqués. Donc il y a eu déjà des analyses faites et ça sera très intéressant d'ailleurs de comparer les compositions de ces échantillons venant de 2 objets différents qui sont peut-être du même type, pour voir s'il y a une diversité même dans un même type d'astéroïde. Est-ce qu'il y a un composant en particulier qu'on espère trouver lors de ces recherches ? Quel est l'objectif principal, celui qui va animer les chercheurs pendant l'analyse ? Alors l'objectif principal, c'est de remonter le temps. C'est-à-dire de comprendre comment le système solaire s'est formé, comment nos planètes se sont formées et surtout comment la vie a émergé sur Terre. Donc répondre à la grande question de l'origine de la vie. Et on sait qu'à la fin de la formation de la Terre, en tous les cas, les modèles disent qu'il y a eu beaucoup d'impacts et ces impacts ont peut-être apporté tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Et ces ingrédients, ils sont dans le reste de ces projectiles qu'on tapait la Terre, que sont les astéroïdes. Et donc ce qu'on espère, c'est pouvoir identifier de la matière organique, la comparer à celle du vivant, comparer sa structure,
mesurer aussi les propriétés de l'eau contenue dans cet astéroïde. Est-ce que ce sont les mêmes propriétés que les océans terrestres, puisqu'on pense que l'eau a été apportée par les astéroïdes. Donc c'est finalement faire le lien avec les propriétés du vivant et les propriétés d'un astéroïde qui est constitué finalement des mêmes composants, du carbone, des acides aminés, etc., pour justement vérifier ces scénarios d'émergence de la vie par rapport extérieur. Alors, au-delà de cet objectif de recherche et de connaissance temporelle et biologique aussi des origines de la vie, à l'heure où on parle d'exploiter les ressources en métaux des astéroïdes, est-ce que les résultats de ces analyses peuvent jouer un rôle, peut-être dans le développement de cette nouvelle économie, très prospective pour le moment? Oui, oui, alors toute la mission en fait joue un rôle, parce que pour pouvoir exploiter les astéroïdes, il faut les comprendre, il faut savoir interagir avec eux, sachant que ce qu'on a vu avec Osiris-Rex et les missions passées, c'est qu'ils ont une réponse aux actions qu'on leur fait subir, c'est-à-dire récolter un échantillon par exemple, ou faire un cratère, qui est très contre-intuitive. En fait, à partir des images, il est très difficile de savoir si le sol va être mou, va être dur, comment va se comporter cette matière qui est dans un environnement très différent de celui de la Terre, ce qui est très excitant pour les scientifiques. Et donc, en fait, pour pouvoir les utiliser comme des ressources, par exemple, au lieu d'utiliser nos ressources sur Terre pour explorer plus loin, on pourrait emporter le minimum et utiliser les astéroïdes comme des sortes de stations-service. Mais pour ça, il faut savoir comment interagir avec eux dans des conditions très différentes de celles de la Terre, de quoi ils sont constitués. Et effectivement, toutes ces missions aident à préparer cette nouvelle ère qui, à mon avis, se produira sur le long terme. Ça paraît de la science-fiction, mais se produira. Il y a déjà encore il y a des compagnies, des pays qui s'y intéressent, et à un moment donné, ça sera malin de le faire plutôt que d'utiliser nos ressources terrestres. Mais voilà, on est encore dans cette phase d'apprentissage, comprendre ce que sont ces objets, comment surtout interagir avec eux pour pouvoir les exploiter. De la même manière, cette mission aussi contribue à la défense planétaire, puisque Bennu a une probabilité très faible, mais non nulle, de rentrer en collision avec la Terre dans un peu moins de 200 ans. Et donc, savoir de quoi il est fait, savoir comment il réagit aux sollicitations externes est très importante pour pouvoir affiner une méthode de déviation s'il fallait en arriver là. Merci beaucoup, Patrick Michel, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce retour d'échantillons record de 150 grammes depuis l'astéroïde. Nous, on suivra les premiers résultats avec attention et vous viendrez peut-être les décrypter pour nous dans Smart Space à nouveau. Voilà pour l'actualité. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart.